Bonsoir à tous. Du coup, pour recontextualiser un peu, donc nous sommes au deuxième épisode de cette série de présentations autour de monter son projet data de A à Z. Donc le premier épisode était sur l'infrastructure as code avec Pulumi en Python. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à d'autres aspects et principalement à comment injecter des données euh, dans son système et s'assurer, entre guillemets, de la qualité. Donc pour ça, je vous propose qu'on s'intéresse à PyDantic. PyDantic qui est donc un framework Python. Excusez-moi. Donc PyDantic qui est un framework Python donc qui sert à la validation de données et, qui sert qui est utilisé sur beaucoup de librairies. Excusez-moi. Du coup, l'intérêt de PyDantic, ça va être du coup d'avoir des modèles qui sont assez simples à écrire. L'idée, c'est on décrit ce que l'on veut et PyDantic se charge de faire la validation pour nous. Pour ça, il va se baser sur de la validation par annotation de type, qui est très intéressante en Python et qui favorise notre qualité. Et il va aussi nous permettre de s'intégrer avec des gros frameworks très connus, dans lesquels on va pouvoir retrouver, en l'occurrence, FastAPI, qui est le framework, un des plus gros frameworks web aujourd'hui en Python. On va pouvoir le retrouver aussi dans certains sous-modules de Jupyter. Il va y avoir un interlaçage avec certains outils, tels que Data Model Code Generator, qui fournit une CLI et qui permet de directement transformer un JSON schema en objet PyIdentic. Et on va également avoir PyIdentic Factories, donc qui lui va se retrouver plutôt sur les aspects de génération de données, donc qui va nous permettre de faire des tests en masse grâce à de la génération automatique. Donc c'est basé en partie sur Faker. Et dans les grosses features de PyIdentic qu'on va pouvoir identifier, donc on a une intégration native avec SQL Alchemy. Donc SQL Alchemy qui est un des plus gros ORM de Python. Une intégration avec tout ce qui va être les data classes ou les name tuples. Et comme je le disais, génération de JSON schema, et du coup également dans ce sens-là. Voici pour les aspects. Et du coup, je vous propose de vous présenter en plus ample partie les différents éléments. Donc la documentation de PyDantic est assez dense et riche. On peut retrouver beaucoup de choses, donc comment définir des modèles. On a aussi des champs donc, qui sont des descripteurs en Python et qui vont pouvoir nous permettre d'enrichir notre validation de données et également pouvoir ajouter certains comportements comme des alias potentiels et des comportements autres. Des factories également. Voilà, composantes pour rajouter des notions de validation, donc avec certains décorateurs. Et on va pouvoir également retrouver un objet qui va être assez important, qui va être la classe config, qui est une classe interne aux objets PyIdentic, et qui va globalement nous permettre de configurer nos objets pour pouvoir, par exemple, s'intégrer avec SQL Alchemy sur certains aspects. Je vous parlais également
de Fast API. Fast API qui est un framework web et donc qui va nous permettre, avec en partie grâce à PyIdentic, d'écrire des API REST assez facilement et très clair. Donc je vais vous montrer dans une petite démo juste après un exemple concret où on utilise Fast API avec PyIdentic pour justement faire de l'injection de messages. Je vous parlais également du Data Model Code Generator, qui va nous permettre du coup de faire notre génération d'objets. On va avoir un JSON schema, celui-ci, et du coup il va directement nous générer nos objets PyIdentic, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Du coup, JSON Schema étant un format aussi assez connu, va permettre de faire de la génération d'objets facilement et potentiellement des migrations d'un modèle à un autre de manière plus évidente. Et enfin, le PyIdentic Factories, qui va tout simplement permettre de faire de la génération d'objets PyIdentic depuis une factory préétablie. Donc c'est très simple à mettre en place. Et du coup, si vous souhaitez mettre en place des tests automatisés avec de la génération automatique de données, c'est assez intéressant. On peut du coup l'interfacer aussi avec certains composants de PyIdentic Factories pour rajouter de la génération automatique avec Faker d'adresses, de noms, d'adresses IP, tout un tas de choses. Ce qui nous facilite fortement la vie. Je vous propose maintenant qu'on passe du coup à une présentation. Donc j'ai préparé une petite démonstration sous forme de code. Et donc c'est un module Python qui est séparé, comme vous voyez, en plusieurs sous-modules. Donc on va retrouver un module de configuration générique, un module qui va contenir nos modèles de données SQL Alchemy, et du coup le module de validation qu'on voyait juste avant, qui va nous permettre de contenir nos settings, donc qui est également permis par PyIdentic, un modèle dont on va se servir pour faire la validation de nos données, et du coup notre serveur web, notre application web répartie en 3 routes. Donc une qui permet juste, qui est la route de base, une route qui va nous permettre de sauvegarder nos éléments, et une qui va nous permettre de les récupérer. En plus de tout ça, j'utilise Alembic pour faire du coup de la génération de révision et pouvoir mettre en place la base de données. Voilà globalement le projet. Donc pour cela, je vous propose de tout d'abord mettre en place la base de données. Donc pour cela, on va avoir besoin donc de mettre un nom à notre base. Pour la démonstration, j'utilise SQLite, mais bon, on peut très bien utiliser d'autres types de bases de données comme du Postgre ou d'autres choses si vous le souhaitez. Donc je vais exporter ces variables et du coup donc il va me générer ma base de données DemoDB et je vais ensuite pouvoir lancer mon serveur web de cette manière. Donc actuellement j'ai quelque chose qui me permet d'accéder. Donc si je vais sur
sur cette route. Voilà, je récupère bien mon message. Et du coup, là, si j'essaye, par exemple, de récupérer un élément d'index, je vais avoir une erreur. Je n'est pas capable actuellement de récupérer quelque chose. Ce que je vais également faire, c'est lancer un Jupyter Notebook pour pouvoir interagir avec mon serveur. Donc on va faire un nouveau notebook et on va commencer à chercher à interagir avec nos objets. Juste avant, tant qu'on y est, je vais vous montrer également avec FastAPI du coup ce qui est fait. Si on va sur le Flashdocs, on a directement accès à la définition de nos différentes routes et nos différents objets. Donc si on s'intéresse un petit peu à nos objets, pas identiques, donc là je vais juste importer request pour pouvoir requêter juste après. Et je vais également importer mon modèle de validation item. Ce qui est intéressant quand on génère un nouvel item avec pas identique, si je vous montre actuellement, je vais lui donner un nom. Voilà, j'ai une description de cet objet. C'est assez intéressant. Donc, je lui ai mis en configuration 2 éléments, ORM mode, qui va me permettre de pouvoir lire des objets depuis d'autres objets d'ORM, donc SQL Alchemy en l'occurrence, et un Hello Population by Field Name. Comme vous voyez, mes différents champs tels que je les ai décrits, j'ai donné un alias et des fois une contrainte qui va me permettre de valider mes objets. Par défaut, PyIdentic considère que c'est l'alias qui fait foi pour pouvoir récupérer l'objet. On peut rajouter écraser ce comportement en lui mettant cet attribut qui va nous permettre aussi bien de valider des objets qui auront une forme, par exemple une clé en name avec un N majuscule ou avec un N minuscule dans ce cas précis. Donc, par exemple, la item name égale A fonctionne, mais je peux aussi faire ça. Du coup, les deux me donnent bien le même objet. Je vais également pouvoir accéder à différents éléments. C'est ce qui va permettre, entre autres, à FastAPI de générer les schémas de validation. Donc là, on va avoir quelque chose qui est un schéma, comment dire, un JSON schema. Voilà ce qu'on va pouvoir faire. Et du coup, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on teste de simplement envoyer un objet dans notre base de données. Du coup, on est en... si je ne dis pas de bêtises, et on va mettre items, et on va lui mettre l'ID 1, et du coup, ce que je vais lui envoyer, c'est ni plus ni moins que la transcription sous forme de dictionnaire de mon objet. En l'occurrence, j'ai une erreur. Parce qu'il demande... Tac. Ah oui. Ça sera mieux.
Voilà. Si on met les bons paramètres, ça se passe mieux. Donc comme vous voyez là, mon modèle, j'ai un nouveau, j'ai réussi à injecter un objet item dans ma base. Je peux également en rajouter un autre. Je vais pouvoir lui rajouter une description tout simplement. Et on va lui rajouter une quantité. Je vais faire le choix de lui mettre une majuscule pour montrer qu'on peut utiliser les deux éléments de manière interdépendante. Hop. Et donc j'ai bien un nouvel élément qui a été créé. Donc maintenant, non, là ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai envoyé un item, là en l'occurrence, pour répondre à la question, est-ce qu'on a mis à jour dans ce cas, dans le cas précis de mon exemple, j'ai vraiment juste, j'ai pas vraiment de mise à jour. Je fais juste des inserts bêtement pour la démonstration. Mais du coup, après, ça dépendra du comportement et de la route que vous avez, comment vous l'avez configurée ou non. Donc, en effet, si vous voulez la changer put en post ou ce genre de choses, il suffira de le changer ici dans le Fast API. Du coup, si on souhaite récupérer nos éléments, on va pouvoir le faire de la même manière. Et du coup, si je lui donne l'ID, je vais pouvoir récupérer mon élément. C'est mieux. Voyons ce qu'on récupère. Et hop. Donc là, j'ai bien récupéré le premier élément que j'ai envoyé. Je vais pouvoir également, du coup, si j'ai besoin, récupérer le deuxième pour montrer que ça fonctionne. Du coup, là, j'ai bien l'élément tel qu'il a été également envoyé. Donc, ce qui est intéressant dans notre getItem, c'est que donc là, on va pouvoir fournir à FastAPI un response model pour lui indiquer comment faire la transformation. Donc, en lui indiquant l'item modèle qui est configuré, je le rappelle, avec notre ORM mode à true. FastAPI va être en mesure de transformer cet objet, donc qui est un item DB, en un objet pas identique, donc qui plus est valide. Donc bien sûr, dans le cas où notre base serait entre guillemets corrompue et retournerait un élément qui serait mal configuré, on aurait une erreur qui reviendrait ici, parce que justement, pas identique ne pourrait pas valider, enfin, on dirait qu'il y a un problème à la validation et retournerait une erreur correspondant au message donné. Donc on aurait quelque chose de cette forme pour vous montrer. Donc là, si j'essaye d'instancier un objet vide, je vais tout simplement avoir un message qui est assez explicite. Il me manque le champ name. Et je vais également pouvoir avoir de la validation, par exemple, sur mon champ quantity. Si j'essaie de lui envoyer
autre chose qu'un integer, je vais pouvoir avoir une validation de ce type, ce qui permet aussi d'avoir des retours assez explicites et assez faciles à manager. Merci pour l'information, pour le chat. Je ne peux pas faire grand-chose malheureusement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions un peu plus spécifiques au niveau de PyDantic. À la limite, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de vous montrer par exemple PyDantic Factories pour de la génération d'objets. Donc je reprends. Hop. Et du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le modèle Factory. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un item factory. Ça va être un modèle factory. Si j'exécute pas ma cellule, ça ne va pas fonctionner. Et du coup, ce modèle factory, on va lui définir un modèle qui va être item. Et l'avantage ici, c'est que normalement, si je fais .build, il va me générer automatiquement des objets qui correspondent à ce dont j'ai besoin. Donc, si je m'amuse à faire une génération avec plein d'objets, for i de 10, il va me générer ainsi plein de cas possibles pour pouvoir faire mes tests. Donc tout ça, c'est bien des items. Et du coup, on pourrait imaginer des tests unitaires où on s'amuse for item items à envoyer tout simplement nos items dans notre base. ID. Et du coup, derrière, on fait un request .get de help juste pour vous montrer un peu ce qui peut être imaginé pour s'assurer que nos process fonctionnent bien.
Tac. Oui. Hop. Hop. Et du coup, on va pas avoir d'erreur, en l'occurrence, sur nos assertions. Voilà pour la présentation. C'était assez succinct. L'idée, c'était plutôt de vous présenter un ensemble d'outils à travers de Pydantic. Je vous invite à vous renseigner sur comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces éléments. Également, du coup, les alentours des data classes, des objets de validation pour Pydantic, également sur FastAPI, pour mettre ça en place sur vos projets data et pouvoir faire tous vos projets de A à Z.